Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour ce post-mortem sur One More Gate. Fallait trouver un sujet, j'ai trouvé réajuster la vision d'un projet en cours de production, c'est le fait le plus marquant sur le projet, mais en gros c'est un post-mortem, hein, on va aborder plusieurs sujets. Mais ouais, on peut commencer par peut-être une question, c'est qui a joué à One More Gate ou entendu parler du jeu dans la salle? Voilà. Ok, bon, en vrai, je vais séparer la question, c'est qui a joué à One More Gate? Ok, d'accord, bon, ça va. Je sais pas. Ok, pour ajuster les exemples. Donc on va commencer. C'est blindé de transition merdique comme ça. Donc, je me suis amusé, j'ai un peu redécouvert PowerPoint. Donc voilà un rapide tour de ce qui va se passer pendant l'heure à peu près. Donc au niveau de la roadmap, donc, je vais d'abord me présenter un peu pour vous raconter vite fait le parcours que j'ai fait. Qu'est-ce que c'est One More Gate pour ceux qui ne connaissent pas? Le grand virage, bon, c'est le côté reprise de prod patati patata, enfin le titre quoi. En gros, l'early access, donc comment ça s'est passé, quels sont les problèmes rencontrés, les pour, les contre, et la conclusion. Donc pour commencer, je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle. Eh bien moi j'en étais un aussi. En 2013-2016, j'ai fait Isart Digital sur Paris pour ceux qui connaissent, où j'ai pu faire quelques stages. Donc, j'ai commencé sur du serious game chez Audace, qui est une petite entreprise du Nord basée à Lens. Ensuite, je travaillais chez Cyanide sur ProCycling Manager et Tour de France. C'était passionnant. J'ai fini mon stage chez Ankama, où j'ai pu travailler sur l'UX de Dofus dans le cadre de la refonte du passage de 4 tiers à 16 neuvième. Ensuite, j'ai enchaîné de mon stage à un contrat chez Ankama, où j'ai continué à travailler sur l'UX du projet. J'ai ensuite, vu que le jeu était passé en 16 neuvième, je sentais qu'il y avait plus... je savais pas si j'allais être renouvelé ou quoi. Du coup, j'avais proposé à l'époque un petit projet mobile qui est devenu Nindash. Je sais pas s'il y a des gens qui ont entendu parler du jeu à l'époque. Il est sorti, c'était un bail, en 2016. C'est un petit jeu d'arcade, mais à l'époque, j'avais chauffé un graphiste de la boîte en mode vas-y, on propose un truc, et puis on a fait un projet du coup en 3 mois, 3 mois et demi quoi, mais où c'était l'âge d'or encore où Apple pouvait mettre des jeux en avant et avait un semblant de ligne éditoriale, et donc on a pu sortir Nindash qui a plutôt bien marché avec plus d'1 million de téléchargements. Donc on était contents, c'était vraiment chouette. Et donc on nous a donné les clés pour refaire d'autres projets, dont Cosmobot, qui est un jeu un peu dans la même lignée. C'est du jeu d'arcade, avec une petite dimension roguelite où on peut améliorer son petit robot au fur et à mesure des parties. On a fait également King Crusher et des micro-projets. Mais ça, du coup, j'ai pu faire ça à peu près pendant 2 ans et demi, en tout avec Dofus. Et à la fin, donc, on nous a dit l'équipe mobile, c'est assez, vous faites des trucs cool et tout, venez bosser sur Waven. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Waven. Ouais, bon, tout le monde à peu près. Donc c'est un très chouette projet qui est déjà est là depuis pas mal de temps, en prod depuis pas mal de temps, donc il y avait déjà une grosse équipe dessus, et c'est vrai que les projets de jeux mobiles étaient toujours avec des petites équipes de 3-4 personnes grand max sur un projet. Moi, ce qui m'avait vraiment plu dans ces projets-là, c'était la proximité, vraiment le côté très efficace au niveau de la communication, et qu'il n'y avait pas d'inertie au niveau de la prod, et ça, c'était vraiment cool. Donc sur Waven, malgré le fait qu'il y avait plus d'ambition et plein de trucs, plein de choses à faire, je m'y retrouvais pas trop parce que je préfère... j'aime pas les gens. Voilà. En gros.
Et donc, à la fin de Waven, donc je suis resté 6 mois à peu près sur Waven, et j'ai quitté l'entreprise, j'ai démissionné pour aller travailler directement chez Webedia. Pareil, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Webedia, peut-être de nom, ils font tout et n'importe quoi, enfin pas tout et n'importe quoi, mais ils font plein de trucs, notamment ils font, comment dire... Ils ont par exemple Allociné, ils vont gérer plein de sites différents, jeuxvideo.com, Millennium, etc. Ça va passer par des sites de cuisine, Pure People, et ils vont aussi gérer des influenceurs, donc qu'ils appellent des talents. Donc quand tu bosses dans le JV et que tu arrives dans une entreprise et on te dit bah là c'est l'étage des talents, toi t'es pas à cet étage-là, t'es à un autre étage. Bon, t'es un peu, tu te dis ok, mais du coup donc en gros l'entreprise a fait plein de choses et elle a ouvert une petite filière pour faire du jeu hyper casual. Donc à Webedia, j'ai pu faire énormément de projets différents. Ça c'est un échantillon des projets sur lesquels j'ai pu taffer. C'était très cool. J'ai travaillé là-bas à peu près 1 an et demi. Ça m'a permis d'avoir plein de skills en plus, notamment sur la programmation, sur du prototypage très rapide. Et c'était très cool, mais bon bah voilà, pour ceux qui ont déjà travaillé dans l'hypercasu, ce que je ressens, il y a une espèce de plafond de verre où au bout d'1 an, on n'apprend plus rien. Et c'est vraiment une partie très particulière du jeu vidéo qui est très drivée par les chiffres, et uniquement les chiffres. Et c'est assez particulier. Mais honnêtement, j'ai appris pas mal de trucs. Et c'était très enrichissant, quoi. Vraiment, c'était très chouette. Oui, parce que l'hypercasu, ça paye aussi bien mieux en général. Après, c'était en 2019-2020. Depuis le Covid et tout, machin, je crois que ça a pas mal changé. Un peu moins l'Eldorado. Et donc je retour en Kama, donc après 1 an et demi chez Webedia, où je reviens toquer à la porte, et puis je leur propose un petit projet avec des poulets, donc rien à voir avec One More Gate, et ils me font c'est vachement bien, mais on va tout changer et on va faire un autre jeu qui est devenu One More Gate. Voilà. Et je vous dis, j'ai redécouvert PowerPoint. Voilà pour la partie présentation. Pour One More Gate, je vous laisse découvrir le trailer. Ah non, j'ai pas internet forcément. J'aurais dû prévoir. Je suis désolé. 2 secondes. Musique d'ascenseur, tout ça, voilà. Hop, hop. Et là, ça marche du premier coup. Du premier coup. Je lance YouTube.
Voilà. Donc pour ceux qui l'ont pas compris, pour présenter rapidement One More Gate, c'est un jeu de cartes deck builder, vraiment où on suit un des personnages du Cosmos, c'est l'univers qu'a créé Ankama. Le personnage s'appelle Oropo, qui est un antagoniste de la saison 3. Et donc pour ceux qui ont déjà joué forcément à Slay the Spire, le comparatif est souvent fait sur le jeu. C'est une grande inspiration qu'on a eue et on a voulu essayer de faire une proposition allant plus loin. Donc voilà pour le jeu. Au niveau de la production du projet, le jeu a duré à peu près 3 ans et demi avec la toute fin de prod pour du début à la fin. Et donc oui, on a eu le lancement de l'Early Access qui a été fait en octobre 2022. Donc finalement, 1 an seulement, certains diront, d'Early Access. Au niveau de l'équipe, bon alors ça va peut-être pas forcément parler à beaucoup de gens les portraits, mais en gros j'ai séparé l'équipe en deux parce que Ankama c'est assez, pour le coup c'était assez particulier au niveau de la production. C'était ultra agile là-dessus, c'est qu'en gros on avait une équipe continue qui était là du début à la fin du projet, peu de choses près, et une équipe pas continue, genre qui était là occasionnelle, pas occasionnelle, périodique, ou qui en gros travaillait sur d'autres projets. T'avais une équipe qui travaillait sur Even, une équipe, le pôle son qui travaille sur énormément de projets différents, et donc en gros on travaille avec eux à des moments ponctuels. On a la chance d'avoir ça en Ankama, vraiment des pôles structurés, et donc pouvoir travailler en équipe, avoir un noyau d'équipe qui puisse virevolter à travers d'équipe en équipe, c'est assez chouette. Donc pour l'équipe continue, on avait 2 devs, Simon et Thomas. On avait Cédric Esque en direction artistique, moi-même en game design, Geoffrey en producteur, Marie il y en a qui connaissent du coup les gens, Marie en marketing. Donc on a cette team un peu en noyau, et après on a des gens qui ont pu venir ponctuellement sur le projet. Donc en environ on avait Milou et Thomas qui nous ont aidés pendant pas mal de mois. Donc 2 personnes. En FX on avait Sylvain et Assim. Musique on avait un gros icos. Après la musique c'était particulier, on l'a externalisé, et puis c'était un ping-pong avec le directeur son, j'ai mis Pitch, mais Pierre-Jean, mais voilà, il y a eu pas mal de gens différents qui ont travaillé sur le son, donc j'ai mis son équipe parce que voilà. À l'animation, on avait Christophe avec son équipe. Donc à l'anime, il y avait à peu près, l'équipe de Christophe, il y avait à peu près 2-3 personnes en plus. Maxence en QA, Lara en localisation. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a pareil un pôle localisation en Ankama. Donc ça, c'est assez cool d'avoir vraiment les 3/4 des langues qui sont pris en charge par la boîte. Donc ça, c'est chouette, même pour l'organisation, les allers-retours, les outils. Ça, c'était vachement bien. Et d'autres gens qui, j'ai pas pu mettre tous les portraits. Donc plein d'autres gens qui ont pu travailler sur le projet vraiment de manière très ponctuelle, quoi. Voilà en gros pour les effectifs de l'équipe. Et donc là, le jeu est disponible sur 2 plateformes, sur Steam, où on a eu pas mal de téléchargements. Bon, après, en tout cas, les reviews sont très positives. Et sur l'Ankama Launcher, donc c'est à peu près kiff en termes de téléchargement. Et il est en solde en ce moment. Voilà. Voilà pour One More Gate, pour la présentation du projet. Maintenant, voilà, un peu le point central pour moi, c'est le grand virage qu'il y a eu sur le projet. En gros, en 3 ans,
un peu plus de 3 ans, il y a eu un gros virage à peu près 1 an et demi après le début du projet. Et donc avant d'en parler, j'aimerais parler voilà, de vision, donc parler un peu de vision, voilà. Donc pour moi c'est un truc ultra important dans la production et c'est un truc qui a pu nous faire défaut sur One More Gate. Pour un peu expliquer un comparatif de vision, j'avais pris, je sais pas si beaucoup de gens ont joué peut-être pas le dernier mais à Zelda Breath of the Wild, avec une grande carte et une grande exploration en gros, où le but du jeu c'est de vaincre Ganon qui est à un endroit voilà, dans son château. Et pour réaliser ce but, on a plusieurs objectifs. Donc activer la créature Zoral, la créature Goron, la créature Piaf et la créature Gerudo. Voilà. Bon, on m'a dit que le Zoral n'était pas là. Enfin, bon, je connais les fans de Zelda. Oui, il est un peu plus en haut, mais bref. Donc en termes de vision, c'est assez clair. Voilà, il faut aller aux 4 créatures et retourner vaincre Ganon. Donc c'est assez simple sur le papier. Mais la réalité c'est que c'est le bordel. Dès que tu dis je vais aller là-bas, il y a une tour, t'y vas, t'es dévié, tu dis il faut ça crée des chemins et en fait c'est jamais une ligne droite et voilà. Bon, juste pour faire la comparaison par rapport à One More Gate, pour reprendre la carte, voilà, le but c'est de produire One More Gate. Au niveau des objectifs, c'est les objectifs qu'on nous a donnés quand on voulait faire le projet. Donc, c'était faire un jeu de cartes, faire un produit transmédia. Donc, on avait un épisode spécial autour du personnage de Repos qui sortait sur les plateformes de France TV à peu près au même zoo que la sortie du jeu. Donc, le but c'était voilà de faire un produit transmédia où les deux médias puissent communiquer, l'OAV et le jeu. Développer le personnage de Repos qui méritait peut-être un peu plus d'amour et de background dans la série et dans le lore, et faire un jeu accessible aux néophytes de l'univers d'Ankama. Donc vraiment essayer de raccrocher les gens par un jeu en disant tu connais pas le Cosmos, viens et puis tu découvriras, ça va être génial, les renvoyer vers les animations, etc. Donc pareil, au niveau de la vision, on nous a expliqué ça, on était chaud, c'était très simple et limpide. Ce qui s'est passé au début, donc on avait nos objectifs, c'était simple, et en les réalisant, on s'est dit le personnage de Repos, c'est vrai qu'il est cool, mais il marche bien avec le personnage d'Echo avec qui il peut nouer une romance. Alors, ce serait cool de faire un peu un truc avec eux deux, et puis vu que c'est une histoire d'amour, ça peut être pas mal de développer vraiment à mort, vraiment de se concentrer à mort sur l'histoire, et du coup c'est quand même mieux, ce serait cool de faire un RPG d'aventure vraiment linéaire où c'est un peu chapitré et tout, vraiment idée de con quand on est une équipe de 4, hein, vraiment. Un RPG, vraiment il y a des genres à bannir quand on est peu, mais on a fait let's go. Et ajouter de l'exploration à côté des combats, ça peut être vachement bien pour se différencier aussi un peu de beaucoup de jeux de cartes. Et puis ça renforce un peu ça met de l'emphase sur le personnage principal, c'est chouette. Ce qui fait que au niveau de la vision, c'est devenu le bordel parce qu'on a eu des liens qui se sont créés entre les différents chemins qui étaient éloignés, qui n'avaient pas suffisamment de distance pour créer des liens, mais le fait d'ajouter de l'exploration, il va falloir réfléchir à comment tu le links au combat. Et puis pareil, les combats, si tu fais un RPG linéaire, comment est-ce que tu fais tes combats si c'est pas dans des pièces, enfin bref. Donc ça a amené plein de problématiques, mais on a continué. Et c'était à peu près à 1 an de développement du jeu. Pas les mêmes animes et tout, enfin bref. Pas le même délire. Ouais, la musique n'était pas encore prête à l'époque. Voilà, donc ça c'est pour les combats vite fait. Ça ressemble un peu à ce qu'on a, parce qu'on a gardé pas mal de trucs quand même.
L'exploration, voilà. Donc on avait fait un giga hub, on s'était dit ça va être incroyable, on va mettre plein de persos, ils vont pouvoir avoir des histoires et tout, ils vont se connecter, ça va être chouette et tout. C'était vide de ouf. Et puis il y avait un zap du coup qu'on pouvait avoir assez souvent, on rencontrait assez souvent, et où on pouvait switcher de personnage déco. On se dit ça peut être cool et tout, avoir une espèce de dualité avec les personnages. Tu peux aller à des endroits avec un perso et pas l'autre et tout, ça peut être chouette. Voilà, donc j'expliquerai pourquoi c'est parti après. Mais donc on a fait une réunion un peu, réunion décembre, et puis on a mis un peu les cartes sur table là-dessus. Donc qu'est-ce qui marchait et qu'est-ce qui marchait pas. On est venu à la conclusion que c'était nul et qu'il fallait un peu faire un état des lieux global du projet et puis se recentrer sur vraiment la vision. Donc on a fait un peu de cuisine. Donc en fait on a juste établi tous les ingrédients qu'on avait. On s'est dit on a une bonne synergie avec les cartes au niveau des le joueur il comprend que telle carte est intéressante de jouer avant telle autre carte, et puis essayer de gérer les synergies, quoi. On avait un LD linéaire qui pouvait marcher, hein. On avait une exploration, avec différentes salles, ça marchait. On avait le switch de personnage, c'est pareil, changer de personnage pour avoir accès à certaines zones, c'était cool. Le système d'énergie qui était propre au jeu, donc la jauge de Wakfu, pour ceux qui ont joué, assez particulière, où on peut décider d'aller au bout de la jauge pour déclencher un perfect, mais on va redescendre à 3 alors qu'on peut l'entretenir. Enfin bref, je ne vais pas aller dans les détails, mais le système d'énergie était propre au jeu, ça marchait bien. Au niveau de l'IA des mobs, on avait fait des tools, ça fonctionnait bien, les signes feedback fonctionnaient bien. On avait un contrôleur en exploration qu'on trouvait cool, en le faisant playtester et tout, ça marchait bien. Donc on avait plein d'éléments qui, séparément, fonctionnaient bien, et on se disait, on les liste tous. Et on regarde quelle potentielle recette on peut faire avec tout ça. Donc forcément, on s'était dit, est-ce qu'on fait un gâteau en utilisant les œufs avec le chocolat et les fraises, mais on vire le curry, le jambon et le cheddar. Mais il nous reste plus grand-chose, quoi. Le switch de personnage avec le LD linéaire et les mobs, c'est pas ouf, quoi. Du coup, on a viré ce qui nous semblait un peu qui n'allait pas avec le reste, quoi. On s'est dit, il y a peut-être moyen de faire un truc avec le synergie des cartes, juste garder le système d'énergie, etc. On rajoute des rooms thématiques, on évite de faire un LD linéaire et on fait des rooms fermés. On ajoute le donjon semi-procédural et un système de progression qui, lui, est linéaire comparé à beaucoup de rogues, où on va pouvoir, c'est plutôt un système de progression roguelite. On va pouvoir gagner des cartes, les garder, les équiper en amont avant de partir en donjon, donc ça marchait bien. Et avec ça, on a réussi à avoir à peu près un Welsh qui marche. Un Welsh au curry quand même, mais on n'aurait peut-être pas dû garder l'exploration, mais il y a le Welsh au curry, il se mange, passer un bon moment en mangeant, ça aurait pu être mieux, mais ça marche. Voilà. En gros, sinon, on est parti, donc tout ça amène à une réflexion sur l'innovation par rapport à l'amélioration, en gros, sur la vision. Ça, c'est vraiment une réflexion que j'ai eue en faisant le post-mortem, alors que le reste, c'était découlé un petit peu de soi, on l'a vécu, quoi. Là, c'est vraiment avec le recul, je me suis dit, il y a vraiment au niveau de la vision cette différence entre quand on veut faire un bon jeu, je dis pas un jeu, il y a des jeux qui améliorent une certaine leur domaine, dans le domaine sur lequel ils ont tracé leur route, soit ils innovent. Donc par exemple des jeux comme Sea of Stars, ils se disent nous on fait un RPG, vraiment un RPG classique, mais on va ajouter un peu d'action, des phases de tempo, pour essayer de rythmer un peu plus les combats et de l'histoire originale. On va avoir Octopath Traveler qui lui va vraiment parler aux puristes, mais où ils vont se concentrer à mort sur énormément de quality of life avec des shortcuts dans tous les sens, le fait de pouvoir accélérer les combats, faire des compositions automatiques, vraiment ça avec Bravely Default à l'époque ça a vraiment amélioré le genre, je trouve.
Hades, pareil, du hack and slash en soi, en roguelite, c'était pas nouveau, mais ça a apporté vraiment un vent de fraîcheur avec cette partie narration. Et Hollow Knight avec un Metroidvania où on ajoute cette partie Souls-like qui apporte un petit vent de fraîcheur aussi, puis toute la partie univers qui marche très bien avec le jeu. Donc ça, c'est vraiment des jeux qui améliorent le domaine dans lequel ils veulent, c'est leur voie, quoi. Et il y a les autres jeux, les jeux innovants, genre Minecraft qui fait allez tiens, voilà un nouveau truc, ça vient piocher nulle part, débrouille-toi. À l'époque, Persona 3, pareil, la manière de gérer la narration avec les combats, le fait que ça se rebondisse très bien l'un avec l'autre, c'était une claque. Chant of Scénar, moi récemment, je trouvais le jeu vraiment, vraiment chouette. Le fait c'est un peu des ovnis, quoi, je trouve. Le fait d'avoir reconstitué un alphabet, à travers différents tableaux, je trouve ça très chouette. Et puis dans un autre scope, il y a Death Stranding avec un contrôleur vraiment qu'on trouve nulle part ailleurs. Pour moi, voilà, il y a vraiment deux catégories de jeux. Après, bien sûr, il y a de la nuance là-dedans. On va pas tous les mettre dans le même panier. C'est pas deux paniers distincts. Il y a forcément un peu de nuance. On peut les placer sur cet axe-là d'amélioration et d'innovation. Il y en a qui innovent plus. Persona 3, finalement, ça reste du RPG, vraiment à la traditionnelle, mais avec quand même une bonne dose d'innovation. C'est pour ça qu'on peut un peu plus le placer là. Alors, vous avez compris le principe. Et le truc, c'est que nous, One More Gate, quand on a commencé vraiment la production, je pense que quand on est créatif, c'est un peu le truc de se dire putain, mais moi je veux faire un truc innovant, je veux faire un truc qui dans le marché ça perce, quoi. Ça perce vraiment par le fait on veut faire un ovni, quoi. On veut faire un ovni. Du coup, c'était la première démarche, c'est de dire on va faire un truc vachement innovant qui va vraiment renverser le game du jeu de cartes, voilà. Donc avec des idées, avec des doubles personnages, des mondes parallèles. Voilà, mauvais plan. Donc après le virage que j'ai expliqué tout à l'heure, on s'est dit on change totalement de fusil d'épaule. On part sur vraiment un axe d'amélioration. Alors on l'a fait sans avoir toute cette réflexion derrière, mais on s'est dit, en fait, ce qui nous a fait partir sur de l'axe d'amélioration comme ça, c'est qu'on s'est dit, en fait, on a une cible. En fait, je pense que les jeux comme Minecraft, Chant of Scénar, Death Stranding, ils sont pas omnibulés par leur cible. C'est vraiment genre on fait un jeu, on fait une proposition et puis la cible elle va se créer parce que notre jeu il est cool et il propose un truc que personne propose. Alors que quand on a une cible et qu'on l'a définie dès le début, il faut partir sur de l'amélioration. Enfin nous c'est vraiment là où on s'est dit c'est là où le jeu va briller. Donc on arrête avec les idées où on n'est pas sûr. Et on prend la base du jeu qui nous a inspiré de base, c'est Slay the Spire, et on essaye de l'améliorer avec tout ce qu'on peut, toute notre expertise par rapport à Ankama, que ce soit graphique ou conceptuel. Voilà. Hop. Donc un exemple concret, même au niveau, un exemple graphique, pour le coup, c'est les cartes. Ça, c'est le premier jalon qu'on a eu sur les cartes. Donc le DA il est parti sur quelque chose de très 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 graphique, très très recherché avec beaucoup de détails finalement et puis vraiment des cartes full art un peu qui prennent toute la carte. Mais bon, au-delà du fait que c'était pas très lisible en termes juste d'infos, mais aussi ce que faisait la carte. On avait juste la couleur en fait là. On disait les cartes d'attaque elles sont rouges, les cartes de défense elles sont vertes et puis les cartes de soins elles sont roses, quoi. Donc on a affiné la lecture des cartes. Donc on s'est dit il y a des effets spéciaux, par exemple les cartes sombres qui vont demander de sacrifier une autre carte de la main. Donc on s'est dit les cartes sombres dans la grammaire visuelle, faut qu'elles aient des petites étoiles dedans, comme ça quand on pioche une carte sombre, on sait qu'on va devoir sacrifier une carte sans la lire. Donc on est parti là-dessus, c'était cool, mais ça manquait encore
fait, on voulait vraiment que le jeu il se joue rapidement, côté très instantané. Je sais pas là. Ah oui, putain. Très instantané. Et donc, on a fait un dernier jalon avec, en ajoutant en plus de l'effet, la cible. En gros, on s'est dit, la forme doit suggérer la cible de la carte. Donc, par exemple, pour salve, donc les cartes qui vont cibler tous les ennemis, on garde exactement la même forme, les espèces de météorites comme ça. Et voilà, pour les cartes de boost qui vont booster des cartes, d'autres cartes de la main, on garde le personnage comme ça qui monte ses muscles. Forcément, je fais un post-mortem, il faut des citations. Plus on va au fond des choses, plus elles deviennent simples. Ça, c'est juste des citations pour rappeler que, en fait, c'est marrant parce qu'on a fait plein d'events dans la. Si quelqu'un sait de qui c'est, peut-être. Non. Ok. On a fait plein d'événements et les cartes, c'est un truc, on nous en a parlé tout le temps. C'est genre, le jeu il est cool et tout, le personnage est chouette, mais les cartes, c'est des dessins de CP, quoi. Genre vraiment, j'extrapole à mort, mais parmi certains joueurs, ils étaient en mode, on a l'habitude de trucs travaillés et tout. Pourquoi vous avez pas fait des trucs plus travaillés ? Et en fait, juste, honnêtement, dans la façon de jouer au jeu, on a fait plusieurs playtests et c'était la meilleure option en fait d'avoir vraiment des cartes comme ça qui suggéraient l'utilisation juste en les regardant. Et au bout d'un moment, les joueurs ils lootent des nouvelles cartes et t'as même plus quasiment à lire les descriptions. Tu fais ok, ça c'est un truc qui va taper tout le monde et qui va mettre du poison. Donc vraiment, ça a pas mal amélioré le jeu de ce côté-là. Donc on a repris, puis ça nous a permis aussi au niveau de la conception, de créer des nouvelles cartes de manière un peu émergente. C'est vraiment, on a fait un tableau croisé. On s'est dit, voilà, on a les cartes colère qui vont faire des boosts, les cartes salve qui vont attaquer tout le monde, les cartes protection qui vont donner du bouclier. Et à chaque fois, on fait les cartes sombres, ça va être discard d'une carte dans la main. Ardente, ça va être la booster. Brutale, ça va t'ajouter des saloperies dans la main. Sauvage, ça va être des cartes à fort coup, etc. Donc là-dessus, en fait, juste au niveau de la contrainte, on a pu créer des nouvelles combinaisons, juste par contrainte d'ergonomie, et ça, c'était vachement chouette, par souci d'amélioration. Voilà, parce que dans un Slay the Spire, on va targeter la carte, toutes les cartes sont différentes. Moi, je trouvais ça très fastidieux à jouer, même si le jeu est génial. Hein. Mais en termes d'utilisation, je trouvais ça très fastidieux de dire je clique sur une carte, je la lis, je réfléchis à ce qu'elle fait, ensuite je cible le monstre. Moi, je trouvais ça très chiant. Et à l'utilisation, encore une fois. Mais la méta était trop bien. Et donc là, c'est un streamer qui joue au jeu. Et juste pour montrer un peu, même si vous comprenez rien, le truc qu'on comprend, c'est que ça se joue vite en fait. On a juste à cliquer sur les cartes et on n'a pas de cible à renseigner et tout. Et donc le but c'est vraiment de jouer hop, un peu genre en mode bataille et d'envoyer ces cartes à la gueule des monstres. Ça fait partie des nombreuses améliorations qu'on a voulu pousser, en plus de la barre de Wakfu, le machin. Et justement, toutes les améliorations, on s'était dit, avec le recul, on a fait pas mal d'améliorations par rapport à des jeux du genre, avec l'utilisation de la grammaire des cartes, on a vraiment bossé le truc, la progression du jeu qui est adaptative, c'est-à-dire que comme c'est un jeu où vous ne retombez pas de zéro absolu au début à chaque fois, les joueurs nuls ils vont pouvoir farmer entre guillemets, et puis les joueurs très bons ils vont pouvoir finir le donjon une première fois. Un système de runes qui est plutôt original par rapport aux cartes qu'on jouait, les systèmes de la jauge d'énergie qui étaient pareil original propre au jeu. Mais avec le recul, avec le temps qu'on a perdu en se disant il faut faire de l'innovation à mort et puis essayer de sortir du lot entre guillemets, on aurait pu faire une meilleure ergonomie sur la partie deck building, on manque de grande variété au niveau des combats, que ce soit au niveau des sprites ou des comportements de monstres. On aurait pu corriger le déplacement du personnage, c'est-à-dire que vraiment avec le recul on s'était dit est-ce qu'il était vraiment nécessaire ? On ne sait pas, ça fait partie du charme du jeu. Il y a certains joueurs qui nous disent que vraiment ça fait partie du charme du jeu, mais on aurait voulu le tester et je pense qu'en le testant on aurait pu trouver des trucs un peu sympas.
et l'ajout un peu de surprise dans le jeu, voilà, créer des rooms différentes, un peu plus variées. Tout ça pour dire qu'en fait, au niveau de cet axe, finalement, on est un peu au milieu et on n'arrive pas vraiment à trouver vraiment, on a un peu le cul entre deux chaises. Malgré, bien sûr, on met tout ça en perspective, le fait que je pense pas que ce soit un mauvais jeu, on a eu des bons retours, des bonnes critiques, peut-être pas suffisamment de ventes, et donc moi je cherche toujours, pas forcément dire oui on n'a pas eu assez de marketing, on est tombé face à un mastodonte, on est machin. J'essaie toujours de trouver vraiment la raison plutôt de la partie production. Pour moi c'était peut-être à cause de ça. La partie de l'axe, on n'a pas su bien trouver la direction tout de suite. Maintenant, je vais parler un peu de l'Early Access. Donc, au niveau des événements, on a fait énormément d'événements. Le début de la prod, en 2020. 2 ans plus tard, on a réussi à faire une démo du jeu. La démo, on a pu aller au Game Camp. C'était génial pour faire les premiers playtests externes du jeu. On a eu pas mal de visibilité sur la démo avec des youtubeurs allemands. Faut savoir qu'en Kama, ça reste très franco-français, même si la boîte fait énormément d'efforts pour s'exporter à l'international. C'était une vraie bonne surprise d'avoir des gros youtubeurs allemands. Bon, c'est l'équivalent des Squeezie et compagnie, hein. C'est les top machin. Bon, ils sont à 3, hein. Bon, ils ont l'air de bien aimer le jeu. Et on a eu pas mal de vidéos par rapport à la démo, donc on était assez contents, il y avait un bon engouement. On a enchaîné avec la Japan Expo, donc faire des événements comme ça IRL, c'était vachement chouette parce que on a pu voir qu'en fait le jeu, tout l'effort qu'on avait mis sur l'accessibilité, les différentes, cette grammaire de cartes et puis le fait de jouer très rapidement, en fait ça parlait à tout le monde, que ce soit aux gamins ou aux tryharders du genre. Donc ça on s'est dit c'est cool parce qu'on va chercher une cible qui est autre que vraiment les gros joueurs de jeux de cartes. Ça c'est chouette. On a fait le Game Made in France, donc ça c'était pareil, un gros événement au niveau de la visibilité avec des streamers. On a fait on est toujours dans le transmédia en Kama, donc on a pu faire des opérations avec des items pour l'achat de One More Gate, pour essayer de créer de l'intérêt chez les fans invétérés de Tactical. On a pu pareil avoir pas mal de streamers. On a fait une OP avec Mister MB, ça a découlé sur plein d'autres streamers qui se sont intéressés au jeu. C'était assez intéressant à voir un peu le côté effet domino sur une OP. Et on a pu être en front page de Steam à la sortie de l'Early Access. On était ultra contents. Globalement, le Early Access, le lancement, on a eu plutôt des bons chiffres. Ça c'était rigolo, c'est un peu le côté tu lances ton jeu et pouf tu te rends compte que dans les tops, alors c'est très éphémère, hein, ça bouge en une semaine, on n'était plus dans le top 10, mais c'était rigolo de voir qu'on était devant Call of Duty et compagnie. On a eu plusieurs événements Steam, Tabletop Festival, sur des trucs de tour par tour, et puis on avait fait un événement pour Halloween qui était pas loin de la sortie de l'Early Access, 10 jours plus tard. Et on a terminé avec, on a économisé après pendant tout le reste de l'Early Access au niveau du marketing pour finir sur la Gamescom où on a pu rencontrer un petit peu pas mal de médias allemands. On avait un super salon là-bas avec Cosmo Cover, je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est dans la région, c'est une super agence, franchement, c'était top. Et donc on a fait énormément d'événements quand même pour le projet. Et les 3/4 des ventes se sont faites uniquement pendant l'Early Access. Donc on s'est dit, c'est quoi pourquoi ? Et est-ce qu'il y en a qui ont peut-être une idée, là c'est vrai que je parle comme ça, mais est-ce que vraiment par rapport à tout ce que j'ai dit, il y en a peut-être qui ont une idée de pourquoi ça aurait pu mieux fonctionner ? Allez. Non, je remets la vidéo que j'ai mis tout à l'heure. Mais déjà, qui n'a pas joué au jeu ? Ouais, il y a un problème de calcul parce que tout à l'heure, quand j'ai dit qui a joué au jeu, enfin bref. Mais du coup, en voyant la vidéo, est-ce que vous comprenez le jeu ?
vrai. Non mais en vrai, le truc c'est que ça, c'est un truc qui nous a vraiment, je pense qu'en vrai, là, je vous ai présenté le jeu, le fait que ce soit un roguelike deck builder. Vous connaissez les roguelikes, peut-être, pour ceux qui ont dit oui, deck builder. Là, le problème, c'était vraiment que, enfin, en tout cas, ce que je pense vraiment, c'est qu'en fait, on comprend rien du premier coup d'œil, en fait. Et je pense que vraiment, on peut apprécier le jeu en se renseignant un peu, en disant ah mais qu'est-ce qu'il fait et tout. Le mieux, c'est de suivre le streamer quand il lance le jeu, parce que le streamer, il le découvre en même temps que vous, et du coup, vous êtes ah trop bien. Mais la plupart des gens, ils font qu'est-ce qu'il fait lui, pouf, une demi-heure après le début du live, il tombe dessus et il doit tout comprendre. Il y a des jeux qui parlent vraiment d'eux-mêmes, juste visuellement. Un platformer, ça va directement coller. Un jeu de fight, ça va directement percuter. Un jeu de cartes de réflexion, en général, même du tactical ou quoi, ça va déjà être plus compliqué à vraiment créer un effet d'impact, surprise, qui marche. La deuxième cote, enfin je sais pas comment on dit, mais la deuxième citation, c'est promis, c'est la dernière, il n'y en a que deux. C'est une première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Et ça, je pense que c'est vraiment capital quand on fait un jeu. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment de réfléchir à comment il va se vendre sur Twitch, en vidéo, rien que le format vidéo, que ce soit sur Twitch, TikTok ou compagnie, tu vois le jeu, ça crée directement, c'est catchy, ça marche, voilà. En plus, je suis con parce que c'est vraiment un truc que j'ai appris à Webedia, quoi, genre en mode, tu fais une pub, ça marche pas, ça dégage, et bon, je m'en suis un peu voulu parce que le constat, c'est que vraiment, il fallait que ce soit catchy direct. Je prends des exemples du genre, pour se comparer, en disant, est-ce que c'est catchy direct ? Pour moi, Balatros, ça marche, parce que tout le monde connaît les jeux de cartes traditionnels, en fait, avec les chiffres, les dames, les valets, les rois. Et du coup, tu peux réussir à comprendre quelle carte est plus forte que laquelle du premier coup d'œil et te dire, ah ok, ça se joue comme ça, et tu peux prendre le wagon en marche assez rapidement. Monster Train, même si tu comprends pas les cartes et ce qui se passe, tu comprends qu'il y a des étages et tu vois que le streamer, quand il fait un étage, deux étages, trois étages, qu'il le finit et qu'il continue, ça marche, quoi. Tu fais ok, d'accord, voilà à quoi ressemble le jeu et ce qu'il faut faire. Dicey Dungeon, tu vois le côté les dés. Les dés, c'est hop, tu lances les dés, c'est plus fort que telle valeur, allez, ça marche, tu remportes le combat. Enfin, c'est direct en termes d'image et de concept, ça marche, c'est transparent, quoi. Voilà, en gros. Et donc par rapport à l'Early Access, je fais un dernier point avant de conclure. Au niveau de l'Early Access, alors j'ai hésité à faire carrément tout le post-mortem sur l'Early Access, mais bon, c'est un sujet qui est quand même assez traité aujourd'hui. Mais je ferai juste un rapide point positif, point négatif. Point positif, on a eu beaucoup de retours de joueurs et c'était une dynamique de production vraiment intéressante. Qui était assez safe en fait, parce que dès qu'il y a un truc qui vraiment va pas, les joueurs vous le disent, parce qu'ils sont concernés. Voilà, avancement assez safe sur la qualité du jeu via les mages. Je pense qu'une fois que vous avez fait votre lancement d'Early Access, vous avez suffisamment de joueurs, réussir à sortir un jeu de qualité, c'est plus qu'une question de temps, et donc de moyens, mais c'est quand même rassurant, quoi. Ramener de l'argent rapidement sur un projet qui n'est pas terminé, c'est vrai qu'en soi ça rassure, quoi. Quand vous dites ok, je pars sur 3 ans de prod, au bout de 1 an ou 2 ans tu lances sur Early Access et tu vois qu'il y a de l'engouement, il y a des gens qui achètent, c'est quand même rassurant, tu dis il y a de l'intérêt pour mon jeu. Voilà. Ça fonctionne très bien sur le format rejouabilité. Voilà. Si vous faites un jeu qui n'a aucune rejouabilité, ça sert à rien de faire une Early Access, je pense. Enfin, mais non, ça sert à rien. Les points négatifs, c'est faire beaucoup de mages, ça fait perdre beaucoup de temps. Enfin, vraiment, vous pouvez, ça demande une organisation de travail. C'est vraiment, ça va étirer, je trouve, la prod. Après, bon voilà, qualité, temps, tout ça. Mais ça prend quand même beaucoup de temps, surtout techniquement. Ça prive d'un impact lors de la vraie sortie du jeu. Nous, on a fait les 3 quarts des ventes de l'Early Access.
j'ai regardé un peu, il y avait plein de post-mortem faits sur des early access. À chaque fois, ils disent, en fait, on a fait toutes les ventes, enfin, pas toutes les ventes, mais le gros des ventes sur l'early. Après, c'est de la longueur, c'est de la traînée et tout, mais c'est des périodes records. Et en vrai, ça rejoint ce que je disais sur la première impression, bim, ça marche. Après, le jeu, ça s'étiole, le coût, l'impact, en fait, marketing de la sortie. Les joueurs, ils ont la dalle tout le temps. C'est un peu le délire de... En animation, tu passes des mois à faire 3 secondes d'anime et le personnel regarde 3 secondes, elle fait c'est bien, donne-moi plus. Là, c'est pareil. Tu fais une feature, t'y passes 2 mois, tu la montres, les joueurs, ils font c'est cool, mais fais un autre donjon. Ah ouais, mais dans 2 mois, quoi. Ah ouais, mais il y a de la concurrence à balle, donc c'est chaud de rester sur le jeu. C'est là que je pense que dans l'Early Access, faut trouver une bonne formule pour créer du contenu de manière intelligente, en termes de quantité, je pense. Parfois, les joueurs ne sont pas pertinents. Bon, après, ça, c'est parce que, connard de GD, encore une fois, mais il y a, en gros... plusieurs fois, on a eu les joueurs qui ont fait on aimerait bien, on leur a proposé une feature, on a fait on aimerait bien, par exemple, ajouter une dragodinde dans le jeu qui permet de TP le joueur à tel endroit, Et moi, je m'étais dit, mais c'est sûr qu'ils vont adorer, ça va être trop bien. Moi, de toute façon, je kiffe la feature. Et on la montre, et vraiment, les gens étaient en mode, non, ça n'a pas de sens, c'est nul, aucun intérêt. Moi, j'étais en mode, mais ok, et là vous êtes coincé parce que vous pouvez pas leur dire on a lu vos avis et on s'en fout. Donc on est un peu faut y réfléchir à 2 fois avant de proposer des choses aux joueurs. Voilà, donc dernière slide sur la conclusion. Globalement, avancer de manière modulaire, je trouve ça ultra intéressant, c'est-à-dire que votre projet, même si vous blindez la vision de votre projet, il y aura toujours des zones de flou. Et essayez de travailler d'abord sur des domaines dont vous êtes sûr que ça fonctionne. Et peu importe ce qui se passera après dans les décisions, ce sera des bons éléments indépendamment du reste. Je trouve que c'est une manière intelligente parce que du coup, vous pouvez faire sans péter les jambes de la production de votre jeu en disant on a perdu 3 mois de boulot, 3 ans de boulot. C'est... Voilà. Définir la vision du projet le plus tôt possible sur cet axe aussi, pas seulement la vision gameplay, mais sur cet axe innovation, amélioration, bien savoir se situer. Penser à comment vendre visuellement le jeu dès le début. L'early access, c'est bien, mais pas pour tous les types de projets, pour ce que je viens de dire sur le côté rejouabilité, etc. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. J'ai 3 questions. Oui. Déjà, c'est moi la star, poussez. Allô. Déjà, merci beaucoup, c'était hyper instructif. Donc merci pour ça, parce que je pense que préparer un truc pareil, ça doit être un enfer. Enfin, ça doit prendre du temps, du moins. Ma première question, c'est déjà, je constate qu'au sein de votre équipe continue, il y avait une personne entièrement dédiée au marketing. Oui. Pourquoi et est-ce qu'elle a été utile? Parce que j'ai l'impression que d'après tes dires, ça avait l'air d'être un peu pas à la hauteur de tes espérances. Ah si, je suis désolé si j'ai renvoyé cette image-là sur le marketing, parce que en vrai, en Kama, c'est une boîte qui s'est structurée vraiment autour d'un gros succès qui est Dofus, et on a vraiment ce côté, si le jeu est bien, les fans seront au rendez-vous, et du coup, la partie marketing, on se dit c'est forcément un truc... on est précautionneux avec l'utilisation du marketing dans la boîte. Et pour le coup, sur ce projet-là, avec l'équipe, toute l'équipe a été très contente de la couverture marketing. Et la raison pour laquelle la personne est restée longtemps, c'est plus ou moins en continu, mais est restée longtemps sur le projet, c'est juste pour la partie Early Access aussi. En fait,
elle était très multicasquette, cette personne-là, et elle gérait aussi tout ce qui était Discord, etc., donc l'entertainment. Il y avait un côté CM aussi là-dessus. Donc on avait besoin de vraiment, quand on fait une early access, il y a besoin de quelqu'un. Ouais, c'est beaucoup de boulot, quoi. Ouais. Très bien, merci. Deuxième question, vous aviez parlé d'un jeu de poulet. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a subsisté dans le jeu final de ce jeu de poulet ou pas? Franchement, non. Franchement, je crois pas. Mais c'est dommage parce qu'il était rigolo. Mais en vrai, non. Non, c'était vraiment un jeu où tu jouais en plus un petit rouquin et genre t'avais une armée de poulets qui te suivaient et tu pouvais leur tirer dessus. Un peu à la Pikmin finalement. Okay. Donc rien à voir. Ouais, mais c'était ça aussi le truc. Parce que je pense que vraiment quand je suis revenu toquer à la porte d'Ankama avec ce jeu de poulet, c'était vraiment en mode j'aime bien faire des jeux et puis c'est vrai que voilà, je me démerde quand même et tout. Et du coup ils ont fait ok, mais on fait pas de jeu de poulet ici, donc tu feras un jeu de cartes. Et puis j'ai fait ok, ça me va aussi. Ok. Dernière question. Vous aviez l'air de pas mal regretter d'avoir perdu du temps à itérer pour arriver à une version affordante du jeu. Mais je me demande, en fait, parce que je suis personnellement dans cette phase-là, et je me demande justement, est-ce que c'est pas ce temps perdu n'est pas nécessaire pour arriver à cette phase affordante, en fait? Je pense que dans toutes les prods, tu perds du temps sur des moments où tu te cherches, c'est obligé. Ouais. Mais je sais pas si elle est nécessaire, mais en tout cas le mieux c'est de la réduire au maximum, quoi. Ouais. C'est au niveau de la vision, essayer vraiment de la cadrer et de s'y tenir, quoi. Mais forcément c'est dur. Toujours tenter, quoi. Ok, bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question par rapport au lore. Alors, je ne savais pas du tout que c'était au repos qu'on jouait, alors je n'ai pas joué au jeu. Est-ce que dans le jeu, ça nous explique pourquoi, du coup, au repos n'a pas d'aile sur la tête? C'est particulier. En gros, on n'a pas d'aile dans le jeu. À un moment, il les a. Voilà. Mais, et on explique pourquoi. Voilà. Enfin, on l'explique. C'est suggéré. Ok, très bien, merci. Voilà. Salut, merci pour la présentation. Je me demandais en fait, tu nous demandais si on avait des idées, pourquoi le truc n'a pas été catchy et tout. Moi j'avais une question, c'était pourquoi le jeu s'appelle pas Wakfu quelque chose au lieu de One More Gate Wakfu en fait. Ouais, c'est marrant parce que au début le jeu, alors déjà, je vais repasser toute la prod, le jeu s'appelle Wakfu Legend. Ouais. Mais non, mais en fait à la base le jeu s'appelait juste Wakfu Legend. Et en gros, c'était un peu là pour le coup. C'est plus on avançait dans le jeu, plus on avait peur que en gros. Enfin, ça rejoignait la volonté au niveau de la vision de créer un produit pour les néophytes du Crossmose. Et en fait, Wakfu, c'est déjà une marque qui est ultra brandée sur de l'anime, sur le MMO. Et c'était un problème de visibilité là-dessus. Et en fait, on proposait vraiment aussi autre chose que ce que faisait Ankama traditionnellement sur les MMO et l'anime. Donc, on a voulu avoir une identité un peu plus prononcée pour le jeu, en gardant quand même ce côté Wakfu Legend pour faire le lien transmédia, mais c'est vrai que c'était pas facile à prendre comme décision pour le coup. Et vous pensez pas que vous avez perdu du coup éventuellement des joueurs qui auraient pu venir de la série ou qui connaissaient déjà le MMO ou... Peut-être. Honnêtement, peut-être. Ça, je pense, je sais pas vu que c'est un truc, c'est de l'hypothèse. Peut-être. Ça marche, merci. Une autre question ? Merci. Déjà, merci pour la présentation. Et moi, j'avais une question au niveau de la communauté et de l'Early Access. Du coup, vous aviez mis en place un Discord pour accueillir la communauté. Est-ce que vous avez récolté des statistiques? Par exemple, est-ce que les joueurs du coup, qui s'intéressaient au projet faisaient déjà partie de l'univers ou pas du tout? En fait, ils ont découvert l'univers du Crossmose avec One More Gate. Et du coup, ça a été un succès pour vous, de cette introduction à l'univers? Alors,
Du coup, au niveau, il y a deux questions. Au niveau des stats, c'est pas un truc qu'on récupérait par Discord, c'est un truc qu'on récupérait via Unity Analytics, qui est vraiment un outil dans Unity. Et pour la partie joueur, en fait, c'était très mixé. On avait naturellement une forte base de fans d'Ankama et d'autres qui découvraient aussi pas mal l'univers. En tout cas, il y avait beaucoup de joueurs qui connaissaient Dofus de longue date, qui n'avaient pas rejoué depuis très longtemps et qui ont repris un peu contact avec Ankama grâce à One More Gate. On avait beaucoup de darons qui venaient, notamment pour les événements, la Japan et compagnie, qui venaient nous dire « Ah, mais moi, j'avais un SRAM niveau 15 et tout. Bon, j'ai arrêté parce que maintenant j'ai 2 enfants et c'est compliqué. Mais voilà, je kiffe bien faire ma petite partie de One More Gate. Ça demande moins de temps, c'est moins chronophage qu'un MMO. Et voilà, donc on a pu avoir pas mal de mixité sur l'audience. En tout cas sur le Discord, ça transparaissait assez. C'était plutôt cool ça. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre? Eh ben écoute, je pense qu'on va arrêter là-dessus. Merci beaucoup pour la présentation. Merci à vous.